Vous avez envie d'une nouvelle vidéo qui va défoncer le Superman de 2025 et défoncer le travail de James Gunn? Ça sera pas ici. Récemment, vous avez essuyé de nombreuses critiques pour Je ce crois que pas qu'il y en beaucoup... ait eu tant que ça. Si, je vous assure. Je reviens donc de ma séance de Superman. Je n'avais pas spécialement d'attente sur ce film. J'essaie de ne pas voir les bandes annonces, mais là je l'avais vu. J'avais un petit souci avec le physique de l'acteur. Dans les autres a priori, j'en avais pas beaucoup d'autres en fait. Juste, j'avais pas forcément envie de revoir un reboot du DCU. J'estimais que ce qui avait été fait précédemment, c'était pas si mal que ça, et qu'il fallait simplement que le DCU redresse un peu la barre. J'aimais bien ce côté sombre. Bon, on sait que le DCU, c'est mort, donc là on a le droit à un rebootage, et ça va être un petit peu plus léger, hein, la sauce Marvel peut-être. Donc j'étais pas forcément chaud patate pour ce reboot, et en même temps je n'avais pas non plus envie de passer à côté du film parce qu'on reste dans l'univers DC, parce qu'il se pourrait que j'apprécie très légèrement l'univers DC. Oh mince, mon lacet est défait. Donc quelques petits a priori, mais en même temps l'envie de laisser sa chance au film, et puis surtout plus je voyais la vague de haine monter, plus j'avais envie de laisser sa chance au film, parce que du coup tout le monde le défonçait avant même de le voir. Vive les réseaux sociaux. Alors il y aura une partie sans spoiler et une partie spoilers, vous serez avertis. Pour que vous compreniez pourquoi j'ai apprécié ou pas certaines choses, je vais vous faire un petit récap rapide de mon rapport à Superman. Quand on me parle de Superman, j'ai vu pas mal d'adaptations très différentes de toutes les époques. Les versions que je préfère dans l'univers de Superman, ce sont la version de Richard Donner, particulièrement en Director's Cut. Quand j'étais môme, j'aimais particulièrement Superman 2, mais depuis que j'ai vu la Director's Cut de Richard Donner du Superman 2, donc le deuxième montage, je ne peux que regarder celle-là que je trouve encore meilleure, et que je trouve même meilleure au premier film. Ensuite, j'ai beaucoup aimé la série Smallville, qui tirait parfois un petit peu en longueur avec les histoires d'amour, machin, etc. Ok, mais il y avait quand même d'excellentes choses dans cette série, notamment l'approfondissement de la psychologie de Lex Luthor. J'aime beaucoup aussi divers films d'animation, notamment le All-Star Superman, le Superman Batman Apocalypse, etc. J'ai aussi apprécié des séries plus légères comme Lois et Clark. Et mon rapport à James Gunn, eh bien James Gunn c'est un mec qui a commencé dans la Trauma, qui est un univers complètement barré que du coup j'apprécie. Puis il avait fait Horribilis, qui était une série B très décomplexée, bien barrée, bien dégueulasse, donc j'ai apprécié aussi. Il avait fait Super, qui était plutôt intéressant, et il avait fait les très bons Gardiens de la Galaxie. J'ai vu que les deux premiers, je n'ai toujours pas rattrapé le troisième pour l'instant, mais j'avais beaucoup aimé les deux premiers. Et il avait fait The Suicide Squad, où là j'étais un petit peu plus en dents de scie au niveau de mon avis. Je trouvais qu'il y avait de très bonnes choses au niveau de la mise en scène à droite à gauche, et à la fois il y avait aussi des ratés. Raté principal, le fait qu'il n'y ait pas assez Harley Quinn à l'écran. Mais je ne vais pas vous parler de mon rapport à Harley Quinn ici, parce que sinon on n'a pas fini. Dans un premier temps, on va parler du casting. Alors du coup, l'acteur principal, David Corenswet, je ne sais pas exactement comment on prononce, il m'excusera, de toute façon il ne verra jamais cette vidéo. Eh bien, c'est sur lui que j'avais le plus gros a priori, et au final, ça passe plutôt bien. Il y a quelques plans même où il a des faux airs à Henry Cavill. Alors, en sachant que pour moi, les meilleurs Superman, c'est Christopher Reeve, Henry Cavill, et j'ai aussi beaucoup aimé Tom Welling dans Smallville. En tout cas, voilà, à l'échelle télévisuelle, je trouvais que Tom Welling faisait un très bon Clark. Et c'est vrai que là, on est un peu sur un sous-produit physique de Henry Cavill, mais malgré tout, le film m'a bien tenu de bout en bout. Je ne me suis pas ennuyé à aucun moment. J'ai même pas regardé la durée du film, donc je suppose qu'il dépasse les 2 heures, j'en sais rien. En tout cas, je les ai pas vus passer, et je me suis surpris à me dire que l'acteur ne me dérangeait pas du tout. Alors, il m'a pas du tout dérangé, ça ne veut pas dire que je le trouve parfait non plus. Voilà, je trouve qu'on n'est pas sur le niveau Henry Cavill, mais ce que propose cet acteur passe tout à fait. Alors oui, il est remplaçable, oui, on aurait pu choisir quelqu'un d'autre, mais franchement, il n'y a pas du tout de quoi lui cracher dessus. Je vais dire, je ne peux pas le comparer à Henry Cavill ou Christopher Reeve, etc. J'aurais plutôt tendance, dans le côté Superman très acceptable, à le comparer plutôt à un Dean Cain, donc dans la série Lois et Clark. Du coup, c'est peut-être un peu un Superman de télé, mais ça n'en fait pas forcément un mauvais Superman pour autant. Alors Rachel Brosnahan, que je connaissais pas du tout, et donc qui incarne Lois Lane, pendant le film,
Je me suis dit, j'ai même pas besoin de savoir qui elle est, je sais qui elle est, c'est forcément la fille de Vera Farmiga. Parce que je me disais, mais elle lui ressemble tellement, c'est sa fille, ça se voit, machin. Et je rentre chez moi, je vérifie, ça n'a rien à voir, elle n'est pas du tout la fille de Vera Farmiga. Je lui trouve des airs, mais absolument, enfin c'est un clone presque. Bref, donc pareil, elle incarne une Lois Lane tout à fait correcte. Alors ça sera pas ma Lois Lane préférée non plus. Je lui préfère Margot Kidder, je lui préfère Terry Hatcher parce que Terry Hatcher. Je lui préfère aussi certaines Lois Lane de dessins animés, ma Fictophilie, tout ça. Et j'aime bien aussi Erika Durance dans Smallville. Mais c'est pas parce qu'elle se place pas dans mon top du top des Lois Lane que ça en fait une mauvaise Lois Lane. Je trouve que Lois Lane a souvent été très très bien incarnée, quasiment à chaque fois. Je suis pas très fan de Kate Bosworth dans Superman Returns parce que elle était censée succéder à Margot Kidder chronologiquement après Superman 2 et je trouve que ça colle pas parce qu'elle est toute petite, toute fine, on dirait qu'elle a 20 ans, ça colle pas du tout avec ce qu'était Margot Kidder qui faisait quand même la trentaine bien tapée. Mais elle est tout à fait correcte. J'ai pas encore rattrapé la série Lois et Superman, mais je trouvais que l'actrice dégageait quelque chose d'assez similaire. Et l'acteur aussi, au final, j'essaie de repenser un peu au visuel que j'ai aperçu de cette série. Donc je me trompe peut-être que je changerai complètement d'avis en découvrant la série Lois et Superman, mais comme ça, je dirais que c'est un peu à ce niveau-là. Pour ce qui est de Nicholas Hoult dans le rôle de Lex Luthor, alors moi, Lex Luthor, je ne suis pas un très grand fan de la version de Gene Hackman. J'adore Gene Hackman, c'est un super acteur, mais le Lex Luthor, toujours un petit peu bouffon, j'ai du mal avec cette version, je n'aime pas le Lex Luthor trop comique. Ma version de Lex Luthor préférée restant Michael Rosenbaum dans la série Smallville. Pas tapé. Pour ceux qui n'ont pas vu cette série, je tiens à préciser que c'est vraiment dans cette série que la psychologie de Lex est sûrement le plus approfondie et vraiment le rapport avec le père est très shakespearien. Il y a vraiment quelque chose d'incroyable au niveau de la psychologie, de la mythologie du personnage de Lex Luthor dans Smallville. Kevin Spacey faisait aussi un Lex Luthor plutôt intéressant, mais c'est vrai que c'était dans un film qu'on est quand même assez peu à vraiment avoir aimé. La faute beaucoup à Brandon Routh qui collait pas dans le rôle de Superman, quoi. Quasiment personne ne l'a aimé dans ce rôle. Ça a d'ailleurs brisé sa carrière. Et puis il y a plusieurs versions animées que j'aimais bien aussi, mais voilà, principalement c'était beaucoup Michael Rosenbaum. Et ici, Nicholas Hoult, au niveau du gabarit, va beaucoup plus rappeler Michael Rosenbaum. Ah oui, j'allais oublier Jesse Eisenberg, qui pour moi proposait un début de Lex Luthor dans Batman contre Superman, qui était très intéressant. C'est vrai que ça changeait un peu de ce qu'on est habitué à voir, mais moi j'étais très curieux de voir ce que Jesse Eisenberg allait proposer dans le rôle. Je trouve ça très dommage qu'on n'en ait pas eu plus. Et donc ici, Nicholas Hoult, il va pas supplanter pour moi Michael Rosenbaum. Par contre, on est sur un très bon Lex Luthor, un peu facile niveau psychologie, mais en même temps, c'est des personnages, on les connaît par cœur maintenant, on connaît leur psychologie, ils n'ont pas forcément beaucoup de nouveautés à nous apporter, mais ils reflètent bien cette envie qu'a Lex Luthor d'être le meilleur, le premier, de passer devant Superman. D'ailleurs, ça me faisait penser à cette volonté qu'avait Lex par rapport à son père dans Smallville. Donc ça aurait été bien peut-être d'approfondir, peut-être un petit quelque chose sur le passé de Lex. Bon, c'est pas fait, mais est-ce qu'on en a besoin quand on connaît bien la mythologie de Superman ? D'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'ils nous ont pas refait toute la mythologie. Là, ça se passe 3 ans après l'arrivée de Superman. On a une petite ellipse temporelle dès le début. On nous dit ça fait 3 ans qu'il est là, ça fait autant de temps que les gens savent qui il est, etc., etc. Et ça fait du bien, on n'avait pas du tout besoin de nous rebooter les origines. On a Nathan Fillion, c'est assez sympa de le voir là, puisque c'est l'un des acteurs fétiches de James Gunn, donc c'était marrant de le voir là. Tout le monde disait que Green Lantern avait vraiment une coupe de cheveux de merde, etc. Mais apparemment, c'est très fidèle à certains comics. Puis moi, ça m'a pas choqué, parce que justement, c'est Nathan Fillion. Et Nathan Fillion, c'est un mec qui est quand même habitué à des rôles comme ça, un petit peu bouffons, donc ça passe plutôt pas mal. Même si je suis pas sûr que ça soit extrêmement fidèle de nous avoir fait un Green Lantern aussi bouffon. Enfin bouffon, c'est peut-être un grand mot quand même. En tout cas, il a une certaine arrogance et du coup il a un côté assez ridicule, il se la pète pas mal. Mais ça fait un Green Lantern plutôt intéressant. Il y a une scène où il sert de ses pouvoirs, il fait un truc avec des mains qui sortent du sol, je vous en parlerai peut-être dans la partie spoilers. Il y a un petit détail que j'ai trouvé très James Gunn, très Nathan Fillion, que j'ai bien aimé.
On a Hawkgirl, alors qui est très très secondaire, pour pas dire tertiaire, mais le peu qu'on la voit, bon, elle est très sympa. On a Mr. Terrific, qui lui, du coup, prend peut-être un petit peu trop de place à mon goût, parce que je trouve pas forcément le personnage très intéressant, ni très attrayant dans sa posture, dans son costume, etc. Voilà, c'est pas un personnage qui m'a beaucoup intéressé, mais il m'a pas non plus parasité la vision du film. On a un Jimmy Olsen, alors j'ai pas trop compris pourquoi il était autant beau gosse aux yeux des filles. Il y a des moments où il y a plein de canons qui sont à fond sur lui. Je comprends pas du tout pourquoi. Après, n'étant pas attiré par les mecs, alors peut-être que, voilà, vous me direz, hein, les femmes et puis les hommes qui aiment les hommes, est-ce que vous avez trouvé cet acteur très beau? Alors moi, personnellement, je me suis pas dit, ah, tiens, ce mec-là, j'aimerais bien avoir sa tronche. Et comme du coup, ça dénote un peu, je trouve, au niveau du choix de casting, quand on voit toutes ces jolies filles, ou en tout cas des filles qui ont été choisies pour incarner des jolies filles, avec tous les clichés qui vont avec, être un peu folle dingue de lui. On a un Perry White qui est black, pareil, qui est très, très secondaire, hein, bon, qui est très bien. On va avoir l'ingénieur, qui est un personnage du coup dans le camp de Lex Luthor, qui est vraiment pas mal, qui est très joli et badass. Et du coup, c'est en ça où je me dis, mais pourquoi Lex Luthor, faut toujours qu'on le voit avec une godiche blonde complètement écervelée, complètement superficielle. Je comprendrai jamais pourquoi on nous met ce genre de personnage. Du coup, là, on est sur Mademoiselle Teshmaker. En tout cas, on dit jamais qu'elle s'appelle Teshmaker, mais c'est bien son nom officiel au générique. C'est Eve, la gourdasse que vous voyez dans la bande-annonce, hein, qui fait des selfies pendant qu'il y a des catastrophes derrière. Alors elle, c'est le personnage un petit peu agaçant parce que très cliché. Alors elle a une utilité à un moment dans le scénario, je trouve que ça se voit un peu venir qu'ils vont se servir de ça. Elle est un petit peu agaçante et elle est tellement dans un cliché de superficialité et d'imbécile qu'on se demande vraiment pourquoi Lex s'entoure de ce genre de godiche. Ils auraient pu essayer de nous faire une petite phrase comme ça, vite fait, quelqu'un qui demande pourquoi il s'entoure toujours de godiche comme ça, et on aurait pu nous répondre qu'il aime bien se sentir supérieur, ou voilà, quelque chose comme ça. Parce qu'on voit aussi dans une scène une de ses ex, et on voit qu'elle correspond aussi au cliché de la blonde un peu écervelée. On a Métamorpho, mais là je crois que dans la VF ils l'ont appelé Monsieur Élément, ou je sais pas trop quoi. Alors moi c'est un personnage que je connaissais pas plus que ça, donc voilà, je pourrais pas dire s'il est fidèle ou quoi que ce soit, mais en tout cas il est agréable le temps du film. Par contre, du côté des parents adoptifs, donc Martha et Jonathan Kent, je suis pas hyper convaincu du choix, je suis même pas convaincu parce qu'ils nous ont pris deux fermiers bouseux en fait, un peu, hein, ils n'ont pas ce raffinement qu'on pouvait trouver chez les parents habituels de Clark. Je crois que c'est la première fois qu'on lui voit des parents aussi pecno. Enfin, je dis pecno, c'est méchant, mais assez simple, quoi. On voit une première scène, Martha, elle lui parle au téléphone et du coup elle est penchée comme ça sur la table pour parler dans le téléphone alors qu'elle pourrait très bien prendre le téléphone comme ça près de sa bouche. On voit qu'il y a un décalage de génération. Le gag pourrait être drôle, mais je sais pas, c'est Martha Kent, je sais pas vous quelle image vous avez. Moi je suis resté beaucoup, encore une fois, sur Smallville. J'aime beaucoup l'interprétation d'Annette O'Toole. Et c'était pareil pour l'acteur qui incarnait Jonathan Kent dans la série. Je trouvais qu'ils avaient ce côté crédible pour des gens qui vivaient à la ferme, tout à la fois en étant assez élégants, ayant des valeurs. Là, je dis pas qu'ils n'ont pas de valeur, mais ils sont assez simples et c'est assez difficile d'imaginer que Clark a été élevé par ces gens-là. Tu te dis qu'il a dû se débrouiller un petit peu tout seul, peut-être d'un point de vue humain, pour être celui qu'il est aujourd'hui. T'as pas l'impression que ces parents-là ont pu lui enseigner beaucoup de choses. Voilà, je les trouve trop simplés. L'acteur qui fait le Jonathan Kent ici, c'est alors il s'appelle Plut, je sais pas comment on prononce son nom, Plut Taylor Vince, et c'est un acteur que vous connaissez notamment pour Identity. Il a souvent eu des rôles comme ça de personnages un peu inquiétants, et c'est un acteur qui a une particularité, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il a un problème au niveau de ses yeux. Ses yeux arrête pas de faire ça, de droite à gauche, en permanence. Il ne peut pas arrêter ses yeux. Voilà, il y a ses yeux qui font ça tout le temps. Et je ne l'avais pas reconnu tout de suite, cet acteur, parce qu'il a quand même pris un bon coup de vieux. Et c'est quand on commence à faire des plans vraiment sur son visage, où je commence à voir ses yeux faire ça, et où je pense tout de suite à cet acteur d'Identity, et du coup je regarde bien, et je me dis, ah oui, en fait c'est le même acteur. Mais je me suis dit, aux États-Unis il est quand même assez connu, mais pour quelqu'un qui ne le connaît pas, cette fameuse discussion entre Jonathan et Clark,
Il y a des gens qui ont dû se demander pourquoi il y avait ce petit frétillement là comme ça des yeux, parce que limite on pourrait croire qu'il y a un effet spécial raté, qu'il y a un truc... Je sais pas, j'ai pas pu m'empêcher de penser aux gens qui ne connaissent pas cet acteur. En rôle très 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 tertiaire, hein, on a Cat Grant, voilà, qui est d'ailleurs très jolie. Je me suis étonné à me dire, tiens, pour une blonde, tu me plais bien. Et j'ai été voir des photos d'elle hein, au naturel, elle est complètement brune. Mais voilà, elle sert pas à grand chose, elle est juste très décorative, mais elle est très jolie. Michael Rooker, hein, que vous connaissez, hein, des Gardiens de la Galaxie, de Henry, Portrait d'un serial killer, etc. Et qui est un acteur fétiche aussi de James Gunn. Je me suis étonné à ne pas le voir, et en fait, si, il est là, il fait l'une des voix, il fait la voix du robot numéro 5. Dans le rôle de Jor-El, j'ai été assez surpris de voir Bradley Cooper. Alors j'adore Bradley Cooper, mais c'est vrai que j'ai toujours un peu cette image que Bradley Cooper, c'est quelqu'un de jeune. Alors mine de rien, il prend de l'âge, mais je trouve qu'il véhicule quelque chose de jeune dans ce qu'il est, dans son comportement, dans son énergie. J'étais un peu étonné, mais ça passe quand même plutôt pas mal. Puis après, de toute façon, c'est logique. Je veux dire, il a peut-être une quarantaine d'années quand il envoie Kal-El sur Terre, donc forcément, Clark, lui, une fois sur Terre, il commence à grandir et forcément il rattrapera l'âge de son père, quoi, de l'âge auquel son père est mort. Alors pour Crypto, j'ai entendu beaucoup de gens hein, critiquer la bande-annonce parce que ouais, il y a Crypto, ça fait un peu gaga la con, etc. Crypto n'avait jamais été adapté, hein, il me semble, dans aucun live action. Moi, ça me dérangeait pas de le découvrir pour la première fois. Je trouve qu'il est bien fait. Je trouve qu'il parasite pas la vision du film. Il a un côté très, j'allais dire très cabot, il a un côté très désobéissant, mais il y aura une justification à pourquoi qui est assez sympa. Mais ça, je vous en parle dans la partie spoilers parce que ça implique un personnage qui fait une guest. Au niveau de l'humour, bah, j'ai trouvé que bon, on aurait pu enlever un petit peu d'humour, ça aurait pas forcément fait de mal au film, mais il n'y a aucun moment d'humour où je me suis dit, là vous avez flingué le film. Non, je me dis juste, il y a quelques moments d'humour. Je me dis, bon, là, c'était trop, vous auriez pu l'enlever, c'était pas très utile. Je pense notamment à la scène post-générique qui ne sert à rien du tout. Mais sinon, globalement, ça va, ça passe bien. Ils ont injecté juste ce qu'il fallait un tout petit peu plus, ça aurait été trop. Je pense que ça va être trop pour certaines personnes. Mais du coup, ça m'a pas dérangé parce que même si je suis habitué à des versions plus sombres, plus adultes de Superman, je me dis que on a vu certaines bouffonnades, hein, notamment Superman 3 et 4, qui sont bien pires que ce film-là au niveau de l'humour. Je veux dire qu'au niveau de l'humour, ça m'a fait un petit peu plus penser comme si j'étais dans un film du DC Animated Universe. Alors, avec peut-être un poil plus d'humour un petit peu facile, contrairement au film d'animation, mais on était quand même un peu plus dans cette énergie-là. Mais du coup, ça m'a pas dérangé parce que j'ai plutôt eu l'impression d'être dans un DC Animated Movie. Et je pense qu'il faut plutôt le voir comme ça, et pas plutôt en chercher une prolongation du DCU qu'on connaît depuis quelques années. Au niveau du sujet, j'ai trouvé ça intéressant. J'avais vu beaucoup de gens gueuler sur le côté Superman en détresse. On ne montre pas Superman dans un tel état de délabrement, dans une telle position de faiblesse. Si, justement, parce que l'un des trucs qui manquait à Superman, je trouve, c'est peut-être qu'on s'identifie un petit peu plus à lui. Je sais que oui, c'est Superman, on aime bien l'iconiser, c'est très bien de l'iconiser, mais le personnage a bientôt un siècle. Dans 8 ans, Superman a 100 ans. On l'a toujours connu comme ça, très invulnérable. Je pense que là, lui, on pouvait se permettre de lui injecter un peu de nouveauté. Ça ne me dérange pas qu'on ait encore des œuvres puristes. J'avais adoré la version Henry Cavill. Mais ça ne me dérange pas qu'on nous propose quelque chose d'un peu nouveau sur Superman. Et même là, je trouve que même si on nous le montre dans des situations de détresse, c'est jamais gratuit. Je trouve pas que ça le désiconise. J'aurais même tendance à penser un peu le contraire. Le début du film, c'est la bande-annonce. C'est ces fameux plans où il est au sol, blessé en sang, et où Crypto va le tirer par la cape pour essayer de l'aider. On commence directement par ça, et on a des petites phrases de narration qui nous expliquent que pour la première fois en 3 ans, Superman n'a pas gagné. Et là, boum, on le voit tomber. Moi, je trouve que justement, c'est plutôt valorisant. Ça fait 3 ans qu'il est là, ça fait 3 ans qu'il combat le mal. On sait qu'il y a des méta-humains, c'est expliqué dans la narration du début. On sait qu'il y a des méta-humains sur Terre, que Superman a déjà livré beaucoup de combats. C'est la première fois en 3 ans qu'il a du mal à s'en sortir.
Donc non, pour moi, c'est pas du tout dévalorisant. On reproche aussi beaucoup par avance que James Gunn aime bien les losers magnifiques, qu'il n'aime pas le héros invulnérable, et que du coup il a un petit peu appliqué ça à Superman et que c'est honteux, etc. Je trouve pas. Là, en l'occurrence, on nous montre un Clark, un Superman, qui est encore en train un peu de se chercher, et c'est normal en fait qu'il ait ces petites faiblesses-là, aussi bien physiques que morales, parce que là, il est confronté à une vraie machination. Mais voilà, il y a une vraie machination qui fait que, bon, c'est Lex Luthor hein, qui organise tout ça, que Lex essaie de le détruire, mais pas que physiquement. Il essaie de faire en sorte que tout le monde se ligue contre lui. Et donc c'est normal, alors qu'il voit que tous les réseaux sociaux sont en train de le tacler, qu'il commence à douter de qui il est, de ce qui fait qu'il soit aussi parfois en colère. Il a plusieurs sautes d'humeur qui lui ont été reprochées. Je trouve ça très normal, parce que imaginez-vous à sa place, vous avez les pleins pouvoirs, vous savez que vous pouvez faire cesser les guerres, tout ça, arriver dans un pays et tout simplement empêcher une guerre. Moi personnellement, je le ferais. Et vous revenez dans votre pays et la presse, les médias, les réseaux sociaux vous disent que vous avez fait une connerie, que c'est pas bien, etc. Alors que vous savez que vous avez sauvé des tonnes d'innocents. Et vous vous sentez complètement incompris. Donc les sautes d'humeur de Clark ne me dérangent pas, ne me choquent pas. C'est vrai qu'on n'est pas habitué à le voir réagir comme ça, mais je trouve que le film dépeint suffisamment bien le contexte pour qu'il soit comme ça. Et je pense que si ils font un autre film et que ce personnage et cet acteur qui l'incarne revient, donc Superman, je pense qu'on va abandonner un petit peu ces doutes-là, on mettra moins l'accent dessus. Je pense que c'est surtout fait pour ce film, dans ce contexte, et grâce aux épreuves de ce film, il va revenir plus fort. Et c'est en ça où j'ai bien aimé la façon de dépeindre le personnage, parce que ça me rappelle un petit peu les doutes de Clark dans la série Smallville, voilà, où Tom Welling, voilà, l'acteur, incarnait souvent comme ça des petits moments où il se posait des questions sur ses choix, sur l'homme qu'il allait devenir, qui allait l'amener à faire le choix d'être Superman. Là, ici, effectivement, il est déjà Superman, mais le fait qu'il se remette en question, pour moi, c'est ça qui prouve que c'est quelqu'un d'intelligent et quelqu'un de bien. Il n'y a pas une fracture comme dans d'autres adaptations où on dit « Voilà, maintenant j'ai trouvé ma voie, j'ai les réponses absolues et à partir de maintenant je deviens Superman et Superman est un symbole sans faille. » Donc c'était vraiment pas mal. J'ai aussi remarqué que dans le film, ils avaient corrigé des défauts de la bande-annonce. Il y a beaucoup de gens qui ont gueulé sur les réseaux sociaux, et pour une fois, les réseaux sociaux ont fait une bonne chose, c'est-à-dire que beaucoup de fans ont pointé du doigt des défauts qui ont été corrigés. Ils ont corrigé, il y avait un plan assez moche sur le visage de l'acteur où il avait l'air de loucher. Ça a été complètement restauré, et il y a un détail qui était passé dans la bande-annonce, on se demande comment les mecs ils ont pu laisser passer ça, et là ils l'ont complètement corrigé, et c'est génial de l'avoir fait. À un moment dans la bande-annonce, quelqu'un jette une canette derrière le crâne de Superman et il cligne des yeux. Alors n'importe quel humain ferait ça, mais c'est Superman. Il n'y a aucune raison que Superman cligne des yeux parce qu'il se prend une pauvre petite canette. Et ça, ils l'ont restauré, il ne cligne plus des yeux. Donc voilà, ils ont retouché des petites choses ici et là pour le bien du film. Ils nous font encore la petite vanne de les lunettes, tu vois là, ça va pas gruger tout le monde pendant longtemps. Et en fait, il y a une explication très rapide, en une phrase, ils arrivent à expliquer pourquoi. Je pense que beaucoup de fans de Superman y ont pensé. Je crois que je vais rentrer dans la partie spoilers tout de suite, comme ça, voilà, je vais pouvoir parler plus librement de certains éléments. Ils expliquent que Clark a des hypnolunettes. Alors, je ne sais pas trop comment il se serait procuré ça, on nous l'explique pas. Ça fait partie des petits défauts, des petits trucs comme ça qui tombent un petit peu facilement, sans explication. Bon, on l'accepte, mais ça aurait été bien d'avoir un petit peu plus d'explications. Après, c'est tout à fait possible, puisqu'il a des robots à son service, on voit qu'il a quand même toute une technologie, donc pourquoi pas. Mais donc, il a des hypnolunettes qui apparemment lui modifieraient le visage, ce qui permet aux gens de le voir autrement. Ce qui est dommage pour nous spectateurs, c'est qu'on n'a pas cette vision. Ça aurait été très sympa de voir le visage que les gens voient lorsque Clark met ses fameuses hypnolunettes. Donc on est dans la partie spoilers, hein, donc j'y vais. J'avais vu aussi des gens qui critiquaient dans leur retour de séance le fait qu'un personnage, il n'avait pas identifié, il ne savait pas dit qui, heureusement, qui appelle Superman ma couille, et en VO bitch.
Et effectivement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh là là, ils vont nous sortir un personnage de sidekick bien relou, un truc à la Richard Pryor dans Superman 3, le personnage détestable qui va comme ça l'appeler tout le temps ma couille. Ça va être ridicule, ça va être effectivement dévalorisant. Et en fait, je regarde le film en oubliant complètement ça, et vers 90% du film, je me dis, mais tiens, il est où ce moment en ma couille? Je ne l'ai pas entendu. Et donc là, j'y pense, je me dis, tiens, mais quel personnage va l'appeler comme ça? Parce que là, on n'a pas eu de gros relou qui est tout le temps à côté de Superman et qui pourrait l'appeler comme ça, et je ne comprends pas. Et en fait, c'est une guest que j'adore, mais que, hélas, un connard hier sur Facebook a spoilé en mettant un screenshot, alors qu'elle apparaît que quelques secondes, donc il fallait surtout pas en parler. Du coup, bah, j'ai pas savouré tant que ça son apparition parce que je savais qu'elle allait apparaître, mais je suis très content de la voir parce que j'adore ce personnage, c'est Supergirl. Et en fait, ce qui est génial, c'est que Supergirl, elle arrive complètement, enfin, pas torchée, mais on dirait qu'elle a fait une grosse soirée. Elle a quand même l'air un peu éméchée, au point qu'elle demande, mais pourquoi t'as bougé la porte de la forteresse de solitude? Et il lui dit, j'ai pas du tout bougé la porte. En fait, c'est elle qui était complètement torchée et qui a défoncé un mur en pensant qu'elle était du bon côté de la forteresse. C'est un peu couillon, mais c'est assez intéressant de montrer Supergirl en version encore un peu intrépide, encore un peu adolescente. Ça avait déjà été un petit peu abordé, mais dans certaines versions, mais pas forcément aussi poussé, mais j'ai trouvé ça très drôle. Et c'est ce qui explique pourquoi le chien est aussi désobéissant, parce qu'elle le laisse tout faire. Le chien lui saute dessus, puis elle est morte de rire. Le chien est en train de la fracasser sur le sol, on voit que le sol il se brise, et elle est juste en train de rigoler. Et donc c'est elle qui, en partant, donc elle fait juste quelques secondes de guest, qui dit en récupérant son chien, salut, à plus tard ma couille. Alors c'est vrai que ça semble pas très approprié à l'univers Superman, et en même temps je me dis, ce moment qui me faisait un peu peur, s'il y a bien un seul personnage qui pouvait se permettre de l'appeler comme ça, sans au final que ça le dévalorise, c'est sa propre cousine, c'était Supergirl. Ça aurait été un personnage très lambda, un être humain, j'aurais trouvé ça nul à chier. Là, le fait que ça vienne de Supergirl à moitié torchée, en mode petite cousine dont il est obligé de s'occuper, qui est complètement encore à côté de ses pompes, qui n'a pas encore du tout pris ses responsabilités, pour moi, ça passe bien. Pareil, au niveau de ses sautes d'humeur à Clark, Superman, à la fin, il a un monologue où il explique qu'en fait, c'est ce qui le rend humain, c'est qu'il fait encore des erreurs et qu'il avance. Voilà. Le discours final est peut-être un petit peu facile, mais il fonctionne. Je trouve que l'acteur arrive à le débiter avec suffisamment de charisme. Et puis oui, c'est effectivement ce qui l'humanise un peu plus. Et je pense que on peut se trouver plus proche de ce Superman-là que d'autres versions de Superman qu'on a pu voir. Alors les autres versions de Superman nous font peut-être plus rêver, on a peut-être plus envie d'être ce Superman-là, parce qu'on serait invincible, on serait une sorte de Terminator, voilà, vraiment d'être intouchable. Mais ça fait plaisir de voir ce Superman plus humain sans être trop cucu. Parce que je vous disais que j'aimais bien Smallville, mais Smallville, il y a aussi un côté parfois un peu cucu à Clark. Vraiment, il est tout carré, tout gentil, il n'a aucune faille morale. Et des fois, c'est lassant parce qu'on a l'impression que c'est pas du tout représentatif de ce que nous sommes. On peut être des gens bien, ça n'empêche pas que si on avait le pouvoir de regarder à travers les vestiaires, on jetterait un petit coup d'œil, etc. Voilà, il y a plein de petits détails comme ça qui sont jamais vraiment abordés dans d'autres adaptations de Clark Kent. On en fait toujours un boy scout. Là, ici, il est un petit peu moins boy scout. Et je trouve que ça rafraîchit un peu. On va aussi avoir le personnage de Ultraman qui va se révéler être un des clones de Superman. Donc ça, c'est une histoire que les fans de comics connaissent pas mal. C'était plutôt sympa, du coup, ce fameux combat Superman contre son clone, qui peut rappeler aussi, faire un petit peu écho à Superman 3, à Bizarro, etc. J'avais aussi entendu les gens qui critiquaient des petits passages comme Crypto qui passent dans les jambes de Superman, et Superman qui manque un petit peu comme ça de trébucher à cause du chien qui lui passe entre les jambes. Je comprends pas pourquoi les gens critiquent ça. C'est logique. Le chien a la même force que lui. C'est-à-dire que quand notre chien nous passe entre les pieds et manque de nous faire tomber, bah là, Superman, c'est tout à fait normal que ça se passe de la même manière. Ce serait un chien lambda. Et encore, même un chien lambda, on peut imaginer que Superman, avec sa force, essaie de faire attention à ne pas lui marcher dessus et pourrait éventuellement
voilà, trébucher en essayant de ne pas marcher sur le chien. Donc ça, c'est vraiment un détail qui me choque pas, et encore moins venant de Crypto. Ça, c'est vraiment le genre de détail sur lesquels les gens gueulent, et ça se voit que c'est juste pour gueuler, pour faire un peu plus de buzz encore, ou alors ils sont cons. Ce qui n'est pas à exclure. Dans les faiblesses, il y a donc des petits moments d'humour qui sont un petit peu trop. Il y a aussi des petites facilités à la con. Et je pense à un moment, il y a cette grande créature qui est en train de foutre le dawa dans Metropolis. Et à un moment, on te met une scène où Superman va sauver une fillette. Ok, sauf que tu vois un plan de 2 secondes où cette fillette est genre en train de regarder ses pieds. On ne sait pas trop ce qu'elle fait. Elle joue à la marelle ou on ne sait pas. Voilà, elle fait un truc complètement inintéressant de gamine. Et alors qu'il y a un putain de monstre derrière, elle est complètement en train de faire autre chose. Genre, je ne vois pas le danger. C'est pas cohérent. Tu peux pas ne pas voir le danger, le truc il fait un bruit monstre, il fait tomber des immeubles, tu serais un gamin, une gamine, tu serais en train de regarder, tu serais peut-être choqué ou ébahi, en train de faire des selfies, peu importe, mais tu serais en train de faire quelque chose en rapport avec ce qui se passe derrière toi. Bon, c'est des petits détails comme ça qui auraient pu être soignés. C'est pour ça que ce film ne sera pas un chef-d'œuvre, ça ne sera pas une perle, mais ça sera un super bon divertissement de bout en bout et une bonne proposition pour renouveler cet univers d'ici, qui pour moi n'avait pas besoin d'être rebooté. Mais bon voilà, puisque de toute façon c'est en chantier, autant lui donner sa chance, et je trouve que pour l'instant ça sent plutôt bon. Il se peut que du coup le DCU perde des fans de DC, mais gagne peut-être des fans de Marvel. Je sais pas si c'est une très bonne chose, mais en tout cas j'ai vraiment eu la sensation de voir quelque chose d'assez nouveau dans l'univers Superman. Même s'il y a plein de choses qui reviennent un peu au basique qu'on connaît de sa mythologie, j'ai trouvé que le traitement, ça changeait un peu. Voilà, il y avait vraiment une touche de neuf, il y avait vraiment un bol d'air frais. Ah oui, pareil, dans les facilités un petit peu à la con, bon, Lex est capable de créer un univers de poche, il est capable de créer des technologies de malade mental, mais il n'est pas capable de savoir que ce que Eve Teichmaker s'en va en secret, alors qu'elle dit être surveillée en plus, et qu'elle arrive à aller flirter avec Jimmy Olsen. Bon, ça pareil, ça fait partie des petites facilités scénaristiques à la con qu'on peut pas s'empêcher de voir. Et c'est là où on se dit, mais c'est dommage les gars, peaufiner un peu, surtout que c'est une gourdasse en plus. Encore, elle serait intelligente, ça aurait été une meuf ingénieure un peu machin et tout, elle aurait trouvé des petits subterfuges. Et on a une guest de Peacemaker à la télévision, toujours incarnée par John Cena, donc Peacemaker n'est pas du tout apparemment évincé de ce reboot. On aura aussi un tout petit rôle de Rick Flag. Donc du coup, ça présage déjà, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. On peut penser au Suicide Squad, on peut penser prochainement à Batman, à Harley Quinn, Deadshot. Enfin, ça ouvre tout un tas de possibilités sur ce que va être l'univers maintenant de DC. Le prochain film annoncé apparemment c'est Supergirl, donc on en verra un petit peu plus et ça peut être très intéressant du coup de nous présenter ici Superman après Supergirl. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de film sur Supergirl de toute façon. Ça sera même que la 2e fois, où vraiment c'est un film rien que sur elle. Et pareil, le fait de ne pas nous montrer que dès le départ c'est un modèle de vertu, c'est très intéressant. On va sûrement la voir avec beaucoup de faiblesses, ça risque peut-être de faire un peu écho déjà à ce Superman là, en 2 fois plus, même peut-être 10 fois plus, puisque là il aura vraiment le potentiel d'utiliser le côté je suis un peu une ado, un peu rebelle, un peu sans responsabilité, rien. Donc je pense que si c'est James Gunn qui s'en charge, il va encore plus pousser l'humour, mais là ça sera peut-être encore plus approprié. Si le film fonctionne, ils vont continuer dans cet humour, ils vont continuer dans cette légèreté. Pourquoi pas, après tout, moi j'aime les versions sombres de l'univers d'ici, mais on a beaucoup de films d'animation qui sont un peu plus légers que ça. C'est pas complètement étranger à l'univers de DC. Et cette légèreté pourrait plus facilement nous amener des rencontres de personnages, c'est-à-dire que si nous refont Harley Quinn, elle sera beaucoup plus facile à intégrer à ce genre d'univers. Parce que, pareil, dans le DCU, premier du nom, il s'était quand même bien viandé par rapport à la légèreté de ton qu'avaient les films avec Harley Quinn. Ils ne savaient plus comment l'intégrer après au DCU. C'est pour ça que dans la version Snyder's Cut, ils l'avaient complètement ellipsé et ils avaient évoqué que Batman l'avait tué.
Ce qui était quand même un petit peu rageant pour les fans de Harley Quinn. C'était complètement du backlash et c'était même insultant pour les fans d'Harley Quinn de nous la buter comme ça complètement hors champ parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'elle était dans un univers beaucoup trop fou, beaucoup trop coloré et que ça ne collait pas et qu'ils n'arrivaient pas à l'intégrer. Donc là, je pense qu'ils sont sur de bonnes bases si ils veulent à un moment ou à un autre nous rebalancer du Suicide Squad, du Harley Quinn. Même le Joker, on pourrait ici avoir une version plus fun, qui ressemblerait peut-être plus à ce qu'on avait dans la série animée de 1992. Et il n'est pas encore trop tard pour injecter du sérieux et de l'humour. Parce que justement, la série de 92, on avait ce Batman très sombre, très sérieux, et autour de lui pouvait miroiter tout un tas de personnages très farfelus, comme le Joker ou Harley Quinn. Je pense qu'on peut largement lui laisser sa chance. Est-ce que vous le ferez? Et j'attends de voir le reste avec une certaine impatience. Donc voilà, petite vidéo improvisée, retour de séance. Je n'ai plus rien à dire à part donner sa chance à ce film. Ne crachez pas dessus aveuglément comme des cons. Voilà, je n'ai plus rien à dire, j'ai suffisamment blablaté, je repars vers la geekerie et au-delà.